Bonjour et bienvenue à ce webinaire de gestion, une plateforme web de vente interentreprise et grand public en quincaillerie. Cette présentation est du Collège Jacques-Mat qui développe et offre des formations conçues spécialement pour notre secteur d'activité. Cette série de 10 webinaires a été rendue possible grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Mon nom est Isabelle Champagne, je suis directrice communication et marketing pour l'ACMAT et je serai votre modératrice aujourd'hui. On se doit en fait de parler de ce sujet, soit le e-commerce, parce que c'est dans l'air du temps et la pandémie l'a placé en priorité dans les agendas de nombreuses entreprises. À preuve, vous êtes une soixantaine de participants aujourd'hui. Voici le déroulement, sachant que votre temps est compté. Je vous assure qu'une attention sera portée au respect de l'horaire pour terminer tel que promis à 15 heures. Les règles de conduite, en fait, aujourd'hui, vous allez voir qu'on est en mode, on est sur la plateforme Zoom, mais en mode webinaire. Donc, ça explique le fait que vous ne voyez pas à l'écran les participants et que vos micros sont fermés. Seuls les intervenants que vous pourrez voir ainsi que les entendre. Les questions, je vous invite à nous les transmettre au fur et à mesure de la présentation de nos deux intervenants par le chat. Et au besoin, je vous ouvrirai le micro pour vous demander soit de la préciser ou de la clarifier. À la fin de la présentation, vous en saurez plus sur les bénéfices apportés par un marketplace sectoriel B2B2C pour notre chaîne d'approvisionnement. La visibilité complémentaire apportée aux marchands et aux produits sur un marketplace sectoriel, aux marques, excusez. Le rapport coût-bénéfice de participer à un tel marketplace comparé à son propre site transactionnel. Les conditions pour des ventes virtuelles respectant les réseaux de vente physiques. Les variables liées au paiement, au ristourne, à la manutention et au transport. Et maintenant, pour débuter cette présentation, j'invite M. Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'ACMAT et président du conseil du programme Bienfait ici, à prendre la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux et nombreuses. On me dit que vous êtes plus de 60 en ligne et on va partager, bien sûr, les gens qui sont inscrits. On vous partagera ça demain, mais je vois qu'il y a un grand nombre de manufacturiers, c'est bien sûr, des gens qui ont des fonctions de marketing, entre autres, des propriétaires d'entreprises, d'usines, également un bon nombre de dirigeants dans des bannières, des personnes qui sont impliquées dans le quotidien, dans des commerces de détail. On a quelques personnes du niveau gouvernemental aussi qui assistent à la présentation. Alors, je suis très fier de vous parler aujourd'hui, malgré la pandémie. J'espère qu'on va réussir à être ensemble d'une certaine manière. Vous savez, je suis à l'Association de la quincaillerie depuis 12 ans maintenant. Et puis, le e-commerce a pris une place graduellement importante, mais au cours des derniers mois, ça s'est précipité. Et ça fait 3 décennies et plus que je suis à la direction de différents OSBL dans le domaine des affaires. Et puis, je pense que les derniers mois viennent changer le parcours de toutes les associations d'affaires et de leurs membres qui sont des entreprises de différentes tailles. Alors, ceci explique cela. Mais également, on a mis sur pied un programme qui s'appelle Bienfait ici. On va en parler, bien sûr, durant la présentation. Ce n'est pas étranger au fait qu'on provoque cette rencontre aujourd'hui. Je suis impliqué sur plusieurs comités, dont le représentant du secteur manufacturier au Conseil du patronat du Québec, et également partie prenante d'une étude sur les produits de substitution aux produits asiatiques que l'on pourrait fabriquer, du moins assembler au Canada dans le secteur des matériaux de construction pour le résidentiel. C'est une étude qui est pilotée par la firme Deloitte et on va vous présenter
les résultats de cette étude lors de notre congrès à l'automne. Et je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes conscient que pour votre entreprise, pour les entreprises que vous représentez, si vous êtes à la tête d'un grand groupe, puis pour l'ensemble de notre industrie, on ne peut pas imaginer qu'à partir de 2021 ou en tout cas 2022, on va faire les affaires tout à fait de la même manière qu'on les faisait avant. Et puis, il est écrit de façon un peu sarcastique dans les notes sur ma page que je suis un fan de l'évolution. Je pense que vous l'êtes tous et c'est pour ça que vous sacrifiez un bel après-midi ensoleillé pour être avec nous, en tout cas du moins jusqu'à 15 heures. Alors, revenons un peu en arrière. Il y a plus d'un an, à la fin de l'année 2018, mais on a pris notre envol en 2019, on a lancé l'organisme Bien fait ici, sous son nom anglais également Well Made Here. Le but était et demeure celui d'encourager l'achat de matériaux de construction de qualité et d'autres types d'articles de quincaillerie qui sont faits au pays et qui sont principalement destinés au marché résidentiel. À l'intérieur de l'année 2019, donc, on a fait adhérer plus de 100 manufacturiers qui représentent environ 600 gammes de produits accrédités. Ça ne veut pas dire que ces manufacturiers ne produisent pas plus, mais tous leurs produits ne peuvent pas nécessairement être accrédités. Et ça représente à peu près 6 000 items ou SKU, comme on dit en anglais. On est sur un horizon d'ici à la fin de l'année 2020 ou début de l'année 2021 de se rendre vers les 190 manufacturiers qui vont représenter à peu près 1000 gammes de produits ou 10 000 items. Au cours de l'année 2019, en fait, au début de fin du printemps, début de l'été, à peu près à la même période, on a lancé un catalogue, mais un catalogue, je ne dirais pas statique, mais en tout cas qui n'est pas complet puisqu'il s'en tient à l'information, mais beaucoup d'informations. Les gens peuvent y faire, et ils en font régulièrement, des recherches en utilisant plusieurs filtres pour choisir par bannière, par pièce de la maison, par catégorie de produits, par province, etc. Les différents produits qui sont déjà affichés par les manufacturiers. Lorsqu'on s'est vu la toute première fois, donc le 30 octobre 2018, on a évoqué l'idée que ce site devrait éventuellement devenir transactionnel. Mais figurez-vous qu'au printemps 2019, on ne savait pas par quel bout prendre cette grosse opportunité, cette belle occasion. Ça nous apparaissait assez complexe. Ça l'est encore, mais je crois qu'avec vous, aujourd'hui, au cours des prochaines minutes, on va défricher pas mal ce chantier et on va avancer à grande vitesse dans les semaines et les mois à venir avec votre collaboration. Si bien que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la phase 2, qui serait de rendre ce catalogue transactionnel, elle se trouve accélérée grandement par la pandémie parce que le momentum est en notre faveur, si je peux dire. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui on vous parle de cela et pourquoi vous êtes au rendez-vous. Parmi les gens qui sont en ligne présentement, il y a d'autres associations sectorielles qui sont présentes et qui s'intéressent aussi au même phénomène, celui de la possibilité d'amener le consommateur, et dans notre cas aussi l'entrepreneur en construction, à aller à une seule adresse pour retrouver plusieurs produits. Mais ce n'est pas possible pour tous les secteurs économiques. Prenons celui du vêtement. Il y a eu tellement de délocalisation, d'internationalisation, qu'on n'a plus au Canada vraiment, je ne dis pas que ça sera comme ça dans le futur, mais au moment où on se parle, on n'a plus nécessairement assez de manufacturiers qui peuvent apposer le logo Made in Canada, fait au Canada ou au Québec. Dans l'automobile, ça s'est beaucoup rapetissé. Dans les articles de sport, c'était vrai, il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ou 10 ans, mais il y a eu une vague de délocalisation importante. Dans notre cas, les gens qui nous écoutent présentement, vous avez une chaîne d'approvisionnement qui représente souvent plusieurs pays. Vous avez des pièces, des composants qui viennent de différents endroits, notamment des pays asiatiques, mais la plupart, vous fabriquez jusqu'à 51% de votre produit final dans une ou l'autre des provinces du pays, et beaucoup au Québec.
Et c'est ce qui fait que c'est une de nos premières possibilités, c'est qu'on a une quantité de manufacturiers qui font du Made in Canada, ce que les autres ne peuvent pas nécessairement revendiquer. Un deuxième élément, c'est oui, c'est que notre secteur, il se trouve être un peu protégé puisque nous avons un secteur extrêmement réglementé. C'est ce qui fait que c'est un peu la beauté de la chose. Avec tous les codes de construction puis les règles qui sont plus strictes au Canada que dans plusieurs des pays, peut-être pas autant qu'aux États-Unis dans certains secteurs, certainement pas autant que l'Europe traditionnelle, mais beaucoup plus difficile de rentrer avec un produit étranger au Canada pour, disons, à peu près 150, 175 des 200 pays. Alors, ce secteur-là, le nôtre, étant très réglementé, ça nous protège un petit peu par défaut. Un troisième élément, on a un réseau de vente que je qualifierais de mature. C'est un mot qui est poli. Est-ce qu'il est vieux, notre réseau de vente? En tout cas, il est rendu à un point qui nous montre que il va falloir qu'il se renouvelle pour rester à jour. On a une structure qui est extrêmement lourde. Ça prend énormément de temps pour avoir le bon produit. Le bon produit qui se range dans les mains du consommateur. Alors, je pense que la réflexion, je ne suis pas tout seul à vouloir la faire depuis les 12 ans que je suis avec vous. À chaque exposition que je visite, à chaque trade show, à chaque entreprise que je rencontre, que ce soit commerce de détail ou manufacturier ou distributeur, on me dit, mon Dieu, que c'est complexe. Les motivations sont aussi de faire du B2B. On a beaucoup d'entreprises qui sont petites, on a très peu qui sont grandes, qui sont assez grandes pour couvrir le marché canadien, et encore moins le marché continental ou international. Si bien qu'on croit que par les nouvelles technologies, on peut arriver à faire que vous vous rapprochiez l'un et l'autre et puis que vous trouviez entre vous des sous-traitants ou des partenariats, des joint ventures, comme on dit en anglais, qui vont faire qu'ensemble, vous pourrez aller chercher des parts de marché que tout seul, comme PME, vous avez de la difficulté à aller chercher. Et je pense entre autres aux appels d'offres publics qui sont souvent d'une telle taille, même auprès du gouvernement du Québec, d'une telle taille que le volume qui vous est demandé dans le nombre d'heures dans lequel vous devez procéder, c'est comme impossible. Vous n'avez pas la ligne de production pour ça, mais ensemble, à 2 ou à 3 ou avec des sous-traitants, on peut y arriver. Alors, c'est aussi une des motivations. Le cinquième point, pardon, c'est cette espèce de chaîne d'approvisionnement dont on a vu les limites quand les voies ferrées ont été bloquées. Ensuite, quand la pandémie est survenue, puis aujourd'hui, quand le port de Montréal est en panne, on se rend compte qu'on est dépendant peut-être de certaines voies de transport, de beaucoup de produits étrangers ou de composants étrangers. Alors, tout ça amène également une réflexion qui va bien au-delà du e-commerce. Les gens du panier bleu sont en train aussi de mener certains chantiers dans le même sens. Donc, on s'est dit qu'on allait, nous aussi, y réfléchir. Et puis, l'autre point, c'est les coupeurs de prix. On est dans un Québec un peu cheap, où la loi du plus bas soumissionnaire a encore préséance, malheureusement. Et puis, dans notre propre marché, il y a des joueurs qui s'amusent à offrir des prix qui n'ont aucun sens, ou eux-mêmes ne sortent pas nécessairement gagnants, ou s'ils en sortent gagnants, c'est à très court terme. Et puis, ça fait passer les autres pour des voleurs, alors que le prix juste est une excellente notion qui est compréhensible par le consommateur si on prend la peine de lui expliquer. Et puis, ça nous amène aussi à un deuxième phénomène qui est la coupure de qualité. Alors, si on est obligé de revendiquer un prix bas parce que l'acheteur de la bannière nous dit qu'on est 23 cents trop cher ou parce que le marchand se fait dire que son prix de détail est trop élevé. En fait, peu importe à quel niveau on se situe, on en vient à couper dans la qualité. On coupe dans les contrôles de qualité ou bien carrément dans la qualité des composants. Et c'est ce qui nous amène souvent à sous-traiter à l'étranger dans certains pays où on est moins regardant sur certaines de ces choses-là. Alors, c'est pour nous un problème et non pas une fatalité, puis on peut le combattre. Puis enfin, il y a le timing. Isabelle en a parlé longuement. Alors, l'occasion, elle est bonne. Les gouvernements ont l'oreille ouverte sur tout ce qui s'appelle achat local. Alors, c'est le temps ou jamais. Alors, rentrons dans le sujet avec un schéma qui s'appelle schéma
va vous sembler un peu compliqué, mais on va essayer ensemble de le simplifier. J'en ai 2 schémas à vous présenter. Et puis, je pense que, je ne sais pas si j'ai accès à un pointeur, peut-être pas. Peut-être pas, mais du moins, je vais essayer de faire en sorte là, que vous puissiez me suivre verbalement. Il y a 3 grandes zones, manufacturiers, marchands et bannières. On va commencer à gauche par vous parler des manufacturiers. Dans une optique de marketplace virtuel, où est-ce qu'on serait toutes les parties prenantes ensemble. Le manufacturier, ce qu'il me dit, c'est les bannières n'achètent pas tout mon inventaire. Les bannières n'achètent pas toutes mes gammes de produits. J'ai des produits qui sont disponibles, mais que ni X, Y ou Z les a retenus dans leurs approvisionnements. Alors, je me retrouve malheureusement privé de pouvoir les offrir aux consommateurs. Alors, on veut leur permettre de pouvoir poster sur un seul site web l'ensemble de l'inventaire qu'ils produisent dans des usines au Canada. Après ça, il arrive deux éléments en dessous, comme vous pouvez le voir. C'est soit le prix du marchand ou le prix de détail suggéré par le manufacturier. Ce qu'on souhaite, on va le voir dans le schéma suivant dans quelques secondes, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse poster le prix de détail qui est proposé par la bannière, ou si le marchand n'a pas de bannière, qui est proposé par le marchand lui-même. Autrement dit, si on part de la fin et que je suis un consommateur, je veux pouvoir voir le prix qui est offert dans tel magasin, dans tel village, qui va être différent de tel autre produit dans tel autre village. Ah, je pense que vous voyez là, le petit picot rouge là, qui a l'air du coronavirus, mais on va vivre avec. C'est l'air du temps d'avoir des petits pitons rouges là, un peu partout. Alors, il y en a même un dans mon écran maintenant. C'est bien correct. Alors, c'est le prix convenu par la bannière qu'on souhaite qu'il soit affiché. Puis tout à l'heure, la personne qui est beaucoup plus experte que moi en technologie de l'information va vous dire comment est-ce qu'on peut y arriver très facilement à ce que le prix déterminé par tel magasin soit affiché et non pas celui par défaut du prix de détail suggéré par le manufacturier. Mais si un produit offert par le manufacturier X n'a pas trouvé preneur chez aucune des bannières, chez aucun des marchands, bien, il va pouvoir mettre son prix de détail suggéré. Mais ce sera toujours un plan B. En dessous, vous voyez les ventes en magasin. Donc, le manufacturier ne fera pas de vente directement quand son produit est disponible en inventaire chez un des marchands participants. Il ne fera pas non plus de vente directe lorsque, si vous voyez mon petit bouton rouge, lorsqu'il y a une commande spéciale. Je ne rentrerai pas dans les détails d'une commande spéciale parce que la façon que ça fonctionne, ça varie un peu d'une bannière à l'autre. Mais dans les grands principes, on va dire que je suis un consommateur. Par le site web, je souhaite avoir 10 produits X et le magasin ne l'a pas en inventaire. Bon, en gros, il va communiquer et ou avec son intermédiaire, avec le fabricant direct, avec la bannière. Ça, tous les cas de figure sont possibles, mais ça ne change rien à la façon dont vous faites les affaires actuellement. Business as usual. Arrivent maintenant les cas d'exception, les ventes directes. Alors, le manufacturier est sur le site. Son produit n'est pas disponible dans aucun des magasins associés au site. Bien, il va pouvoir faire une vente directe. Parce que sinon, il ne vend pas son produit. Alors, s'il y a un produit que le manufacturier propose à son réseau de vente au détail, puis ce réseau de vente au détail le boude, bien nous, on ne souhaite pas que le manufacturier reste pris avec ce produit. S'il y a un preneur, s'il y a un consommateur ou une entreprise en construction qui souhaite l'avoir, peut-être que le marché du détail va se réveiller et va dire « Hey, ce produit-là, finalement, il ne m'intéressait pas, mais j'ai vu que tu as fait des ventes virtuelles. Je vais le tenir maintenant en inventaire, ton produit. » Alors, c'est ce qu'on veut aussi amener comme changement pour que ce soit plus dynamique. Puis que les bannières, les acheteurs des bannières changent de leur routine, changent de leurs vieilles habitudes, de leurs vieilles pantoufles, puis regardent aussi l'inventaire plus complet des produits des manufacturiers et qui regardent aussi ce que les autres manufacturiers peuvent offrir. Puis évidemment, le quatrième point, mais ça tombe sur le sens. Le site, même s'il ne produisait pas de vente énormément au début pour un manufacturier en particulier, va quand même lui offrir une place au soleil, une visibilité. Et ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
Parce que prenons un marché à l'extérieur du nôtre. Si vous êtes Toyota ou Nissan, vous êtes déjà connu. Mais vous lancez, il n'y a pas longtemps, une nouvelle fabrication d'automobiles qui s'appelle AAA. Bien là, sur un site, un portail automobile, bien, vous vous retrouvez à avoir le même espace au soleil que les deux autres qui sont déjà connus. Alors, c'est un espace web qui est fort intéressant pour les spin-offs, les nouvelles entreprises. Regardons maintenant la zone du milieu qui est celle des marchands. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que ce sont des marchands qui font partie de bannières, qui sont partenaires du programme ou qui sont des marchands sans bannière, qui peuvent faire partie de groupes d'achat comme Octo, qui n'est pas vraiment une bannière, qui peuvent acheter peut-être chez Orgill, mais qui décident, ce marchand-là, de ne pas être affilié à BMR, à Home Hardware, à Castle, à Timbermart, à Rona/Lowe's et compagnie. Alors, ces marchands très indépendants ont aussi leur place sur un site comme ici. Mais disons que généralement, là, on va parler des magasins qui sont affiliés et puis des magasins corporatifs. Alors, il y a deux chemins qui leur sont possibles. Soit qu'ils décident de lier l'inventaire de leur magasin physique à l'inventaire virtuel, soit qu'ils décident de ne pas le faire. Bien, commençons par le scénario B. S'ils décident de ne pas lier leur inventaire, bien, le chemin est assez court. Leur nom va être affiché, leurs coordonnées vont être affichées, code postal, numéro de téléphone, site web, mais ça va s'arrêter là, puisqu'ils ne peuvent pas transiger avec l'utilisateur final qui visite le marketplace. Le marketplace, comme Amazon, comme les autres de ce style, on est là pour pouvoir faire en sorte de convertir de l'achalandage en vente. Donc, ce magasin-là va apparaître, mais tant qu'il ne choisit pas de linker son inventaire, mais le chemin n'ira pas très, très loin. Le link de l'inventaire, niveau technique, notre ami Nicolas, qui va parler après moi, va vous l'expliquer. C'est à peu près aussi simple que tout à l'heure, quand j'ai connecté mon ordinateur au mur. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Puis je sais qu'en ligne, il y a les principaux fournisseurs de POS et ils pourraient prendre la parole, m'interrompre pour dire « c'est super facile ». Alors ensuite, il y a deux chemins une fois que vous liez votre inventaire. Vous allez sortir en priorité dans les résultats de recherche. Puis, on va savoir, un peu comme le site de la SAQ, si vous êtes allé, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà allés, j'en suis convaincu, je vous connais, ben vous savez qu'il y a tant de bouteilles disponibles à telle succursale, bien, c'est vers là qu'on veut aller. Ça fonctionne super bien. Et puis sinon, bien, il y aura des commandes spéciales. Alors, vous tenez la marque X de la compagnie du manufacturier Y, mais vous n'en avez pas en stock. Mais quand même, il y aura une fonction pour permettre à l'utilisateur final, par le virtuel, de vous placer une demande pour voir est-ce que c'est possible que vous me le fassiez venir. Puis là, bien, on revient au pattern de tout à l'heure, comment ça fonctionne. Est-ce que vous communiquez avec le manufacturier, le distributeur, la bannière? Ça varie un peu là, dans différents cas de figure, mais je pense que vous comprenez tous qu'on arrive quand même à la même situation, c'est-à-dire qu'on est dans le business as usual. Pourtant, on est sur un marketplace, mais jusqu'à maintenant, j'ai changé à peu près rien dans votre façon de faire des affaires jusqu'à aujourd'hui. Il en résulte des ventes et de la visibilité. Et enfin, le dernier joueur important, c'est la bannière. Alors, le programme bien fait ici est supporté par plusieurs grandes bannières. Ces bannières-là, qui sont partenaires, ont plein d'opportunités. Les bannières qui ne sont pas partenaires n'ont aucune opportunité. Le chemin, c'est un cul-de-sac, ça s'arrête là. Alors, une fois que la bannière elle est partenaire, tous ces marchands, qu'ils soient affiliés ou corpos, deviennent partie prenante, c'est-à-dire intégrés au portail. Après, chacun choisiront de linker ou pas leur inventaire, mais au moins, ils font partie du listing, si vous me permettez le mot. Puis après ça, il y a des services de livraison à domicile ou en entreprise qui vont être possibles par le truchement des marchands. Il y a des ventes en inventaire ou des commandes spéciales, puis il y a de la visibilité. Et dans le cas des bannières, les ristournes que vous recevez actuellement sont totalement respectés. Puisque, on l'a dit au tout début, à gauche, si vous voyez mon petit coronavirus, c'est le prix que vous avez convenu, le prix que vous avez diffusé dans votre circulaire, le prix que vous diffusez auprès de vos marchands. Le marchand lui-même
prenons un magasin affilié, donc qui est indépendant. Bien sûr, il peut aller dans son système puis mettre en solde un produit que vous lui avez proposé de vendre à 19,99, vous, la bannière, bien, il peut bien le vendre à 14,99 si ça lui chante. Ça, chacun a ses habitudes, mais il reste que vous aurez, je retourne à droite, en bas, une ristourne, la même que vous avez déjà dans le système traditionnel. Maintenant, il y a une deuxième schématisation que j'ai fait pour vous, puis pour moi aussi, pour essayer de voir les 3-4 chemins possibles d'une transaction. Ça répète un peu ce qu'on vient de se dire, mais d'une autre manière. Alors, si le produit est en inventaire, en haut à gauche, bien, il y a une préparation en magasin qui va être faite parce qu'il y a une commande. C'est exactement pareil comme si le monsieur ou la dame se présente au magasin et dit je veux tel produit dans tel format. Alors, le produit va être préparé en magasin et la différence, c'est qu'il va y avoir une communication par courriel, texto, éventuellement d'autres technologies, mais au choix du client. Le client va dire, je voudrais qu'on communique avec moi de telle manière. Et puis ensuite, ben, il ramasse, puisqu'un des objectifs, c'est de créer de l'achalandage en magasin. Donc, il va aller pouvoir, on va lui dire, ton produit arrive jeudi à 11 h. Tu peux venir le chercher, voici nos heures d'ouverture. Il peut donner des consignes particulières, demande à parler à Ginette, rentre par la porte de côté. En fait, tout va être personnalisable à l'échelle du marchand qui participe au programme. Deuxième cas de figure, la commande spéciale. Bien, c'est pas mal la même chose. C'est juste qu'il y aura à l'interne, entre le marchand local et sa bannière ou son distributeur ou son manufacturier, une petite communication, EDI ou téléphone ou courriel, fax peut-être, qui sait. Et puis ensuite, bien, avec le client, qu'il soit le consommateur ou l'entrepreneur, bien, il y aura un courriel ou un texto. Et puis ensuite, il va venir chercher en magasin. On ne perd jamais cet objectif de faire en sorte de promouvoir nos magasins physiques. Ce que le panier bleu a un peu oublié. Ça, c'est un commentaire politique. Puis ensuite, le troisième cas de figure, c'est celui que la plupart des gens qui sont en ligne présentement aiment, parce que vous êtes des manufacturiers, mais quelques-uns qui sont des marchands ou des bannières, vous n'aimerez pas beaucoup. C'est que si le produit n'est pas tenu par aucune quincaillerie qui participe au programme, par aucun centre de rénovation, aucune bannière, bien, il y aura le loisir pour l'entreprise manufacturière de faire préparer la vente à l'usine ou à son entrepôt et là, d'utiliser une tierce partie, donc un service, là, Post Canada, FedEx et compagnie qui seront intégrés au programme puis qu'on utilisera dans ces cas particuliers pour faire livrer la dite acquisition au domicile du consommateur ou à l'entreprise. Il y a des conditions au succès d'un vaste projet comme celui-là, et j'en énumère quelques-unes. D'abord, l'utilisation d'un code de produit universel. C'est clair, chaque bannière, vous avez cette manie de rechanger les numéros des produits, mais vous pouvez continuer à le faire parce que le link va être facilement, automatiquement interprétable. Et puis les gens qui sont en ligne, qui viennent qui sont des manufacturiers de POS, pourraient le dire dans un meilleur langage que moi. C'est l'enfance de l'art. La correspondance entre le code barre du manufacturier et puis le numéro qui est donné par Home Hardware, qui est différent de celui de Rona, qui est différent de l'autre, bien, il va être interprété facilement. Mais pour l'utilisateur du site, il va voir le code de produit universel et c'est ce qui nous amène comme avantage la clientèle professionnelle. Architectes, designers, etc., travaillent énormément avec ces codes. Donc, ils vont pouvoir faire des recherches de produits qu'ils désirent spécifiquement. Ils ne font pas des recherches de la même manière que le consommateur. Ça nous a été dit beaucoup dans les dernières semaines. L'identification des produits accrédités bien faits ici va sortir. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paramètres vont être les mêmes pour les inventaires des marchands. Dans les résultats de recherche, on va discriminer les produits bien faits ici. Puis en deuxième, les produits assemblés au Canada. Donc, on y va en ordre. D'abord, les produits bien faits ici, puis ceux qui ne se classent pas parce qu'ils n'arrivent pas à 51 % de valeur de transformation au pays, sont à 40 ou à 0, mais il y a un assemblage qui est fait ici et il y en a en ligne qui sont dans cette situation-là puis qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire partie du programme bien fait ici, bien qu'ils ont des énormes entrepôts
je vais dire 40 000 pieds carrés. Donc, il y a une personne au moins qui va se reconnaître dans l'assistance, puis qui dit, mais j'assemble beaucoup mes produits ici, même si les composants viennent de l'extérieur. Ils vont pouvoir faire partie du programme. Ils vont juste sortir après ceux qui sont bien faits ici. Les recherches vont discriminer les marchands les plus près, comme on voit sur plein de sites. Donc, c'est de la géographie, hein, c'est tout simple. Puis, ils vont sortir en premier les marchands qui acceptent de synchroniser leur inventaire. Je glisse tout de suite au passage qu'il n'y a pas de geste à faire pour synchroniser l'inventaire. C'est quelque chose qui, une fois que le Python est à on, c'est comme assez automatique. Donc, chaque fois que vous avez un changement d'inventaire, il n'y a pas vraiment d'humain qui doit manipuler pour venir sur le site. Non, c'est une synchronisation facile. Vous savez, celles qui font du sport, ils ont des montres de sport, ça se synchronise automatiquement avec des sites pour voir vos datas de performance ou de contre-performance. Dans mon cas, c'est ça ces temps-ci. C'est aussi simple que ça. Et puis, l'engin de recherche va aussi ensuite sortir les autres marchands qui font partie des bannières partenaires, mais qui n'ont pas accepté de synchroniser leur inventaire. Les prix affichés, je l'ai dit tout à l'heure, vont être ceux choisis par les marchands, par leur bannière. Puis si le produit n'est pas tenu par aucun marchand, aucune bannière associée au programme, ça sera le prix de détail suggéré par le manufacturier qui va sortir. Ensuite, il y a un engagement des bannières majeures qui est une des conditions du succès. Alors là, on fait une présentation générale, mais c'est sûr que si dans les 30 ou 45 prochains jours, je ne sens pas qu'il y a au moins 2 des bannières majeures du Canada qui embarquent, mais vraiment de plein pied, bien, ça va être difficile. Mais si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai des informations qui m'amènent à croire que les joueurs vont embarquer là-dedans, parce qu'ils voient que c'est aussi leur avenir qui est en jeu et que la façon traditionnelle de faire des achats et du marketing est en grande révolution. Et puis enfin, le soutien des autorités publiques. Jusqu'à maintenant, Bien fait ici repose sur vos épaules puis sur les miennes. Les planètes n'ont pas été bien alignées pour qu'on puisse présenter ce projet-là. On était prêt dès février. Est arrivé le blocage des voies ferrées. On a réussi par magie à tenir notre gala entre les voies ferrées et la pandémie. Là, à peu près 24 heures, là, il y a eu un break. C'est le fun. On était 500 réunis. Je ne pense pas qu'on s'est trop transmis de COVID. En tout cas, j'espère que non. Mais toujours est-il que depuis, c'est impossible d'avoir l'oreille des ministres à portefeuille économique. Ils sont tous à éteindre des feux, puis on les comprend très bien. Puis si on regarde à l'échelle canadienne, puisque c'est un projet pan-canadien, ai-je besoin de vous dire, avec les nouvelles des dernières 24 heures, où est-ce qu'on change de ministre des Finances, et possiblement de philosophie par rapport à la gestion de la pandémie, que ce n'est pas garanti qu'on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Mais il y a rumeur d'élections, donc rumeur forcément de nouveaux programmes. Alors, on se tient au courant avec les attachés politiques, avec certains ministres directement pour voir à quel rythme va avancer l'agenda politique pour trouver la meilleure fenêtre où présenter le projet. Et je vous le dévoile en primeur, c'est minimum 500 000 par année pendant 3 ans qu'on demande d'appui au gouvernement du Canada. Toutes les oreilles sont ouvertes et positives. C'est juste que l'agenda politique n'est pas là. Ce n'est pas le moment pour le gouvernement minoritaire de pouvoir s'associer à quelque projet que ce soit, en tout cas pas à celui-là. Mais on va y arriver bientôt. Puis enfin, le dernier point, c'est la gestion des risques. Alors, tout projet comporte sa part d'ombre. Sinon, c'est pas le fun. Hein? Si c'était si facile, ce ne serait pas plaisant, comme on dit dans le Lac-Saint-Jean. D'abord, pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut que les produits qui sont affichés bien faits ici, faits au Canada, le soient vraiment. Et notre meilleur système, c'est la vigie que vous pouvez assurer. Parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux, qui sait mieux si vous dites la vérité ou si vous dites des gros mensonges que vos concurrents. Puis avec le jeu de chaises tournantes extraordinaire auquel j'assiste depuis les 12 ans que je suis avec vous, où est-ce que Joe est rendu chez son concurrent et lui est rendu chez elle. C'est extraordinaire. Donc, vous connaissez très bien. Vous savez des choses que moi j'ignore, mais entre vous, vous le savez. Alors,
bien fait ici repose déjà sur ce système où il y a une ligne téléphonique, il y a un courriel complètement confidentiel, anonyme, et vous pouvez, avec ces outils, nous dire « Hey, ça, c'est pas vrai. Ce produit-là, il est fait à Shanghai. » Puis là, ben, à ce moment-là, on fait enquête. Puis en général, ce qui est arrivé depuis la dernière année, c'est que l'entreprise dit « Oups, je m'excuse, c'est une erreur. » On ne saura jamais si c'était une erreur volontaire ou pas, mais toujours est-il que le problème il est réparé dans l'heure, alors il ne reste pas longtemps. C'est encore ce sur quoi on mise et non pas l'embauche de 43 inspecteurs. On n'a pas ces moyens parce que ça nous apparaît aussi un outil du 20e siècle. Ensuite, ça nous prend un volume de manufacturiers suffisant pour pouvoir démarrer. Donc, tous les 106 manufacturiers vont être sollicités bientôt pour faire partie de la plateforme transactionnelle. Il faut espérer que la moitié d'entre eux acceptent rapidement, puis qu'un autre quart accepte dans les minutes qui suivront, ou en fait les mois qui suivront plutôt, et puis qu'il y ait un bon nombre de marchands qui synchronisent leur inventaire, parce que sinon, c'est frustrant pour le consommateur de ne pas pouvoir conclure son achat. Ça va prendre de l'achalandage sur le site et là, Nicolas va vous en parler dans un instant, comment il s'y prendrait si on va de l'avant pour qu'un tel portail puisse attirer l'attention. Puis que parmi cet achalandage, qu'il y ait un bon taux de gens qui décident de faire des transactions. Ça va demander de l'autofinancement, donc il y aura des packages, des forfaits qui vont vous être offerts. Puis ça va demander aussi du financement public. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation de notre expert. Il s'agit de M. Nicolas Bellil, chef de la direction pour les services professionnels JCN. À vous, M. Bellil, vous avez le contrôle de l'écran et vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à M. Darvaux, merci à la CUMAT de me recevoir aujourd'hui. J'espère que dans les prochaines minutes, je pourrai vous éclairer en vous partageant l'expérience, mais encore plus d'informations en commerce électronique, mais aussi au sein des marketplaces. Je suis un entrepreneur en série. J'ai développé une multitude d'expertises au sein de mes entreprises, mais principalement médias et ventes numériques en développement de systèmes, principalement au sein de différentes industries, comme par exemple l'agroalimentaire et la construction. Je suis impliqué dans l'écosystème entrepreneurial depuis plusieurs années. J'agis comme mentor, je siège sur quelques comités exécutifs et j'agis comme vice-président à la table d'action entrepreneuriale dans Montérégie avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et puis, au travers des années, mon objectif a toujours été le même, à tout le moins d'aider les organisations avec lesquelles je travaille en leur apportant des technologies innovantes dans le but d'augmenter leurs revenus, mais aussi améliorer leur processus opérationnel. Je vais essayer d'aller relativement rapidement. Alors, j'ai 4 sujets que je vais aborder aujourd'hui. Je vais essayer de le faire relativement rapidement. Je sais qu'on a quelques minutes encore pour le webinaire, qui, j'espère, vont mettre en lumière et ils vont vous permettre de mieux saisir les activités liées au commerce en ligne. Alors, comment on fait la promotion de produits des marques au sein sur le web afin de favoriser l'achat en ligne? Alors, évidemment, chaque manufacturier, fabricant cherche à favoriser son positionnement sur le web. Comment accélérer la mise en ligne des produits? Alors ça, c'est une barrière que j'ai rencontrée souvent, c'est-à-dire avoir accès et la disposition de mettre en ligne les produits sur différents sites web e-commerce, mais aussi les marketplaces. Comment susciter l'intérêt des consommateurs pour les produits de qualité fabriqués au Canada? Alors, évidemment, avec la quantité, la multitude de produits qui se retrouvent sur le marketplace, comment on fait pour arriver à avoir cette présentation-là favorable aux produits canadiens? Comment concurrencer les marchés internationaux en augmentant ses revenus? Alors, sans nécessairement aller trop rapidement, mais en même temps, vous informer sur les tendances du marché. Je ne veux pas non plus vous donner trop de statistiques, mais je pense que c'est important de les connaître, à tout le moins qu'une grande majorité des consommateurs préfèrent faire affaire avec des entreprises canadiennes, d'acheter des produits fabriqués au Canada et favoriser les détaillants canadiens en ligne. Donc, 71% des nouveaux acheteurs en ligne affirment qu'ils maintiendront ces comportements d'achat post-COVID. Alors, on voit qu'il y a une tendance de vouloir supporter l'économie locale, mais aussi les standards de vie que l'on a au Canada, mais c'est une tendance qui est lourde partout, qu'on retrouve mondialement.
Et le consommateur cherche toujours à bonifier ses achats en supportant l'achat local par le biais de la récupération des achats en magasin qu'on appelle communément le click and collect, qui est une tendance peut-être un peu moins utilisée aussi ici au Canada, mais qu'on voit beaucoup dans d'autres pays, comme par exemple en Europe, qui le font très, très bien au niveau du secteur de l'alimentation. De mettre en lumière les comportements des consommateurs. Alors, qui on est, nous, comme acheteurs, comment on fréquente les marketplaces et comment on est en mesure de chercher et de trouver les produits, de les commander, d'aller les récupérer en magasin, à tout le moins, ou les faire livrer à la maison. Donc, aujourd'hui, la présence en ligne sur un site e-commerce n'est plus suffisante. C'est-à-dire que les marketplaces occupent une place importante dans le marché, comme vous allez voir tout à l'heure, mais de présenter ces produits sur des sites web e-commerce, c'est une chose, mais d'augmenter sa présence sur des marketplaces autant sectoriels que des marketplaces mondiaux est une tendance très, très lourde qui permet d'augmenter ses revenus. Les enjeux ne sont pas nécessairement ou uniquement je vais reculer en arrière, désolé, que technologique, mais ce que moi je vois sur le terrain, écoutez, ça fait 30 ans que je travaille dans le commerce du détail, c'est la difficulté de maximiser la visibilité de ces produits en ligne. Alors, on sait que des budgets importants maintenant sont accordés en communication et marketing afin de rejoindre le plus du marché, du persona possible, et surtout, par exemple, avec les médias sociaux, qui est une tendance très, très forte. Le marché canadien est en retard technologiquement, donc on voit que, en fait, moi, je remarque que sur les marchés internationaux, la technologie est relativement avancée, qui permet de mettre en ligne les produits, non seulement ça, mais que l'offre de marketplace sectoriel est aussi très importante, vous allez le voir tout à l'heure. Et sans les outils technologiques, bien, ça devient très, très complexe et coûteux de mettre en ligne ces produits, puis il est difficile après ou par la suite de créer un sentiment d'appartenance. Alors, selon les statistiques, entre 10 et 15 des produits qui sont fabriqués au Canada se retrouvent en ligne, donc digitalisés, ce qui fait qu'une grande partie des consommateurs ont de la difficulté à trouver les autres produits. Entre 85 des produits ne se retrouvent pas en ligne. Les autres enjeux, c'est qu'isolé, évidemment, chaque fabricant, manufacturier a le défi de se faire connaître, donc injecte énormément d'argent et c'est très difficile à ce moment-là de sortir et de se différencier face à la compétition mondiale. Et la multiplication des plateformes de commerce et la présence des marketplaces géants font en sorte que les produits canadiens se retrouvent dilués, donc difficiles à être identifiés facilement sur le web. Et la gestion liée aux capacités technologiques d'ajouter et de synchroniser les catalogues de produits qui proviennent des inventaires, bien, c'est une barrière difficile. Si chacun de vous doit le faire, bien évidemment, c'est des coûts supplémentaires là, qui sont absorbés pour y arriver. Alors, pourquoi un marketplace? Bien, je pense qu'on le sait déjà pas mal tous. Donc, on retrouve une multitude de vendeurs. C'est un endroit parfait pour pouvoir comparer les produits. Ça permet de compiler une quantité imposante de produits. Ça crée des opportunités pour les PME, évidemment, et c'est une destination facile pour les vendeurs, pour les acheteurs, à partir du moment où le marketplace est connu. Il apporte une flexibilité pour une croissance de nouvelles sources de revenus. Alors ça c'est important à mon avis parce que de par des échanges que j'ai avec différents fabricants dans d'autres secteurs d'activité, aujourd'hui, la réflexion n'est plus seulement d'investir dans son site web e-commerce. Oui, c'est une façon de valoriser son image de marque, mais la croissance des marchés passe par les marketplaces parce que, vous voyez, il atteint un niveau de revenus annuels en Amérique du Nord, mais sans penser les revenus qu'il pourrait engendrer en étant présent sur les marketplaces en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Alors, ça lui donne une possibilité d'augmenter ses ressources, mais de ça beaucoup plus rapidement. Alors, l'avenir des marketplaces, bien, je pense qu'on sait, la tendance est là. Les consommateurs sont de plus en plus friands des marketplaces. Les vendeurs peuvent vendre tous leurs produits au-delà des frontières. Il y a un environnement concurrentiel qui est créé pour les petites entreprises pour défier les marques et l'écosystème marketplace ajoute de la polyvalence aux produits, les rend pratiques pour les consommateurs et fait gagner beaucoup de temps et d'argent aux acheteurs, ce qui, évidemment, est plus facile pour nous.
Très, très rapidement, vous voyez ici les parts de marché qui sont relativement considérables pour chacun des pays vous voyez sans surprise les États-Unis et la Chine, mais vous voyez que d'autres pays ont une tendance très, très lourde au niveau des parts de marché. Et une information que je voulais vous partager, puis je pense qu'il est intéressante, c'est à partir de quel moment on doit penser vendre sur des marketplaces. Alors, grosso modo, quand les activités de marketing n'ont plus les mêmes rendements qu'auparavant, que les clients choisissent de plus en plus la concurrence, que les ventes stagnent, le coût des ventes augmente, la durée du cycle des ventes augmente, ou vos revenus sont générés par des bases de clients existants. Donc, à partir du moment où on a cette réflexion-là, où on voit ce qui se passe au sein de l'entreprise et que c'est des tendances qui nous amènent à aller vers des marketplaces. Je vous dirais, les marketplaces, il y en a des très, très connus, d'autres qu'on ne connaît pas, évidemment, mais ça vous donne une idée sur les marketplaces sectoriels qui existent en ce moment et vous voyez les statistiques qui sont relativement imposantes quand on regarde Azos qui a 80 000 SKU, Fluid qui a 70 millions de produits. Donc, c'est des marketplaces importants qui contribuent à l'économie du pays. Vous voyez les autres en bas qui sont principalement soit en Amérique latine, en Europe ou en Asie. Je vous défierai même de savoir si pour certains vous les connaissez, mais c'est tous dans les 10 plus imposants et importants marketplaces au monde. Alors, quelles sont les stratégies de maximiser cette visibilité? Bien évidemment, de regrouper des fabricants dans un secteur homogène, une industrie permet de diriger la lumière vers ce marché-là, d'avoir une destination claire pour les acheteurs, d'avoir la majorité des produits en ligne de par une synchronisation qui se fait d'une manière fluide entre les systèmes internes et le marketplace, maximiser la présence des techniques d'acquisition de clients qui sont principalement liées aux médias sociaux, les blogs, les stratégies SEO, SEM, les infolettes. Alors, à partir du moment où ça se fait à partir du marketplace, où le marketplace a la responsabilité de le faire, bien évidemment, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire vous-même. Alors, c'est au marketplace de mettre de l'avant sa stratégie de communication et de marketing pour évidemment diriger les acheteurs vers la plateforme. Être proactif, bien évidemment, on travaille avec notre site web e-commerce. On a l'opportunité d'aller sur des marketplaces. Comment on le fait et comment on s'y rend? Bien, en proposant ou en ayant un marketplace qui répond au secteur d'activité. Alors ça, je pense que c'est très, très important parce qu'on a beau mettre des produits sur des sites tutti frutti où on retrouve tout en ligne, mais en ayant un marché ou une place de marché qui permet de mettre des produits fabriqués au Canada, bien évidemment, dans un secteur d'activité, évidemment, ça amène un grand intérêt. Privilégier l'affichage des produits accrédités bien faits ici. Je pense que M. Darvaux en a parlé tout à l'heure. Évidemment, ça minimise les investissements en profitant de la force du groupe. Alors, vous ne vous trouvez plus isolé dans votre écosystème, mais maintenant, vous participez à un écosystème qui est beaucoup plus global. Et la synchronisation des inventaires, qui est une barrière technologique qui permet d'accélérer la mise en ligne de la grande majorité des produits. Alors, comment on occupe le marché? Bien, évidemment, on propose des stratégies qui donnent accès à un plus grand bassin d'acheteurs, toujours les stratégies les plus reconnues, dernier cri. Ça nous permet aussi de tester différentes stratégies. Offrir des gammes de produits générant des ventes récurrentes. Alors ça, c'est important dans le e-commerce, c'est le contact direct que l'on a avec le client et comment on peut, le consommateur, comment on peut communiquer avec lui directement de par les données disponibles à partir des achats en ligne. Développer des stratégies de livraison en magasin qui favorisent l'achalandage, donc le click and collect. Prioriser l'expérience client en continuité avec les stratégies web, comme je parlais tout à l'heure, et utiliser les données, comme je viens de mentionner, qui permet d'avoir ce contact direct avec le consommateur. Donc, la solution de marketplace canadien, c'est d'afficher les produits, qui est une opportunité unique de stimuler l'économie locale, mais aussi d'ouvrir ses horizons vers de nouveaux marchés. Parce que vous savez, pour les marchés étrangers, de retrouver des produits canadiens sur une plateforme canadienne
est un avantage non négligeable pour les entreprises d'ici et même peut réduire de beaucoup les investissements vers l'ouverture des marchés étrangers. Donc, en faisant partie de cet écosystème-là, bien évidemment, vous ouvrez vos horizons vers des marchés étrangers. Proposer plus de produits en ligne, évidemment, avec la synchronisation des inventaires, puis vous positionner en faveur des produits de qualité bien faits ici au Canada pour favoriser les ventes. Alors, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le positionnement de Marketplace. J'essaie de faire ça très rapidement, il me restait un peu de temps. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Oui, on a un prochain rendez-vous, vous le voyez à l'écran, mais pour rester dans la question de ce grand projet, le 3 novembre, c'est notre congrès. Il aura lieu du moins en virtuel, mais peut-être en présentiel aussi. En tout cas, il y a une salle qui est réservée au Centre des congrès de Trois-Rivières pour toute la journée. Le 3 novembre, en soirée, ce seront les élections américaines, à moins que les postes des États-Unis en décident autrement. Et donc, on pourra assister à une soirée des élections tous ensemble, peut-être. Mais toujours est-il qu'entre aujourd'hui, où on partageait l'information, où nous sommes rendus avec ce projet, et vous êtes les 60 quelques premiers à en savoir plus. Et puis d'ailleurs, vous excuserez si ma présentation n'était pas nécessairement aussi claire que souhaité, parce que c'est un projet nouveau pour moi également. Alors, on va vous partager au fur et à mesure le progrès de nos recherches et on va commencer à avoir des discussions plus serrées avec des gens, des experts comme Nicolas pour voir comment on peut rendre faisable ce rêve. Et puis donc, entre aujourd'hui et le 3 novembre, surveillez vos boîtes courriels. On va créer des comités ad hoc de réflexion, comités de marchands, de bannières et de manufacturiers. Vous serez tous invités à en faire partie de manière à réduire les risques de faillite, si vous voulez, ou d'échec de ce vaste projet. Merci beaucoup pour votre attention. Isabelle, le mot de la fin? Mais oui, mais merci beaucoup de votre participation aussi nombreuse et nous espérons vous avoir avec nous la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Au plaisir!